Pendant 6 ans, Susan Boyle n'est pas montée sur une scène pour se produire en direct. Et pour beaucoup, ce silence a été ressenti comme une fin. Après l'attaque cérébrale dont elle a été victime dans 2022, l'hypothèse s'est répandue discrètement mais fermement que sa carrière, celle qui avait autrefois stupéfié le monde, avait finalement atteint sa limite. Les médecins ont prévenu que les dommages pourraient ne pas guérir, que le côté gauche de son visage pourrait rester immobile, que sa voix, la chose même qui avait défini sa vie, pourrait ne jamais revenir complètement. Lorsqu'elle essayait de parler, le son sortait fracturé, affaibli, comme si quelque chose d'essentiel avait été interrompu. Ce n'était pas seulement un diagnostic médical, c'était la possibilité de perdre la seule chose qu'il avait portée à travers tout. Et pourtant, en février 2026, Simon Cowell a fait une annonce à laquelle personne ne s'attendait vraiment. Il voulait qu'elle revienne pour ce qu'il appelait la plus grande saison de Britain's Got Talent jamais produite. L'idée seule semblait presque impossible, comme demander à quelqu'un de retourner dans un endroit qu'il avait déjà été forcé de quitter. La question n'était pas seulement de savoir si elle accepterait, mais si elle le pouvait. Ce qui s'est passé au cours des années qui se sont écoulées entre ce lit d'hôpital et la possibilité de remettre les pieds dans un studio d'enregistrement n'est pas une simple histoire de guérison. C'est une histoire façonnée par des efforts incessants, par plus de 50 000 livres investis dans la guérison, par des séances quotidiennes de 5 heures qui exigeaient tout ce qui lui restait, et par une promesse silencieuse qu'elle s'est faite à elle-même, qu'elle ne laisserait pas cela s'arrêter là. Susan Magdalene Boyle est née le 1er avril 1960 et 1, à Blackburn West, Lothian, en Écosse, la plus jeune de 9 enfants dans un foyer toujours plein, plein de bruit, plein de foi, plein d'une vie qui ralentissait rarement. Sa mère Bridget était déjà enceinte de 47 ans lorsqu'elle est tombée à nouveau enceinte et les médecins l'ont avertie des risques en termes crus et impitoyables. Ils lui ont dit que la poursuite de la grossesse pourrait lui coûter la vie, que le danger était réel et immédiat. Ils lui ont conseillé d'arrêter. Mais Bridget, profondément enracinée dans ses croyances catholiques romaines, a refusé de lâcher prise. Elle a choisi de continuer, s'accrochant à la foi même lorsque la peur l'assaillait de toutes parts. Le moment venu, l'accouchement ne s'est pas déroulé comme prévu. Des complications ont nécessité une intervention chirurgicale d'urgence et pendant un moment bref mais critique, Suzanne a été privée d'oxygène. Elle est arrivée au monde fragile, luttant pour respirer, si petite qu'elle a dû être placée dans une couveuse pendant que ses parents attendaient dans l'incertitude, pris entre l'espoir et la peur. Les médecins ont parlé avec une certitude qui allait durer bien plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Ils ont dit à la famille que le bébé ne serait jamais rien de spécial. Ces mots se sont installés dans l'air et avec le temps, ils se sont installés dans la vie qu'elle allait vivre en grandissant, façonnant silencieusement les attentes, limitant la façon dont les autres la voyaient, avant même qu'elle n'ait eu la chance de se définir elle-même. À cause de ce qui s'est passé à sa naissance, un diagnostic a été posé qui la suivra pendant des décennies. Les médecins ont dit à ses parents qu'elle avait des lésions cérébrales et dans les 1960, il y avait peu de moyens de contester de telles conclusions. L'étiquette est restée. Elle l'a suivie à l'école, dans les salles de classe, dans les conversations chuchotées qu'elle pouvait sentir même si elle ne les entendait pas clairement. Elle a connu des sautes d'humeur, des moments de frustration que personne ne comprenait vraiment, et au lieu de poser des questions plus profondes, les gens ont accepté le diagnostic comme l'explication de tout. Même en tant qu'enfant, elle a senti que quelque chose n'allait pas, mais il n'y avait pas de moyen facile de prouver le contraire. Son père Patrick est décédé en 1997 à l'âge de 81, et sa mère Bridget est morte en 2007 à 91, tous deux étant convaincus de l'état de leur fille. Ce n'est que 2012, alors que Suzanne avait déjà 50. Et 1 an qu'un spécialiste lui a enfin révélé la vérité. Elle n'avait pas de lésion cérébrale, mais le syndrome d'Asperger. Pendant plus de 50 ans, elle a vécu dans un malentendu qui a façonné la façon dont le monde la traitait, dont on lui parlait, dont on la percevait. Et lorsque la vérité est arrivée, les personnes qui l'avaient le plus aimée n'étaient plus là pour l'entendre. L'école n'a jamais été un lieu sûr. Les enfants la surnommaient Suzy Simple, la réduisant à une petite chose, une chose facile à rejeter. Ils riaient de ses difficultés, la mettaient à l'écart, transformaient les moments quotidiens en actes de cruauté silencieux qui s'accumulaient au fil du temps. Même certains enseignants n'intervenaient pas, la laissant naviguer seule dans cet isolement. Dans ces années-là, la santé mentale était peu comprise et ce manque de sensibilisation a permis aux brimades de devenir quelque chose de presque normal.
Le mauvais diagnostic est devenu une raison pour les autres de la voir comme une moins que rien. Et cette perception s'est enfoncée profondément, façonnant sa confiance d'une manière qui prendrait des années à surmonter. L'anxiété a grandi tranquillement en elle, la suivant à l'âge adulte, comme une ombre qui n'a jamais complètement disparu. Et pourtant, sous tout cela, quelque chose de stable est resté. Une voix. Pas seulement un talent, mais une présence qui attendait le bon moment pour se faire entendre. À la maison, la musique remplissait l'espace comme rien d'autre ne pouvait le faire. Son père, un mineur de charbon qui avait également servi pendant la Seconde Guerre mondiale, aimait chanter, se produisant au Bishop's Blaze Pub dans leur communauté. Suzanne écoutait absorbant ces moments, trouvant du réconfort dans le son. Sa mère, qui travaillait comme sténodactylo, gardait la famille ancrée dans la foi et la tradition, leurs racines irlandaises étant liées au comté de Donegal. La maison elle-même était modeste, mais elle portait quelque chose de plus fort que le confort matériel. Elle portait des chansons, des valeurs et un sens de l'appartenance. Dès l'âge de 12, autour de 1973, Suzanne a commencé à chanter à l'école et dans la chorale de sa paroisse. Les professeurs ont remarqué sa voix et l'ont encouragée, reconnaissant quelque chose que les autres avaient négligé. L'église est devenue plus qu'un simple lieu de culte. Elle est devenue un refuge, un endroit où elle pouvait exister sans jugement. La musique est devenue sa façon de respirer, une façon d'exprimer tout ce qu'elle n'arrivait pas toujours à mettre en mots. En grandissant, cette connexion n'a fait que s'approfondir. Au milieu des années 1990, elle a cherché une formation formelle avec le coach vocal Fred O'Neill à Livingston, consacrant près de 6 ans à affiner sa voix. Ces séances n'étaient pas faciles, elles exigeaient discipline, répétition, patience. Gamme après gamme, contrôle du souffle technique. Chaque détail comptait. Mais grâce à ce processus, sa voix mezzo-soprano a acquis force et clarté, façonnée par quelqu'un qui croyait en son potentiel. Cette croyance lui a donné une structure, quelque chose à quoi s'accrocher, même lorsque la vie devenait incertaine. Et lorsque sa mère est décédée en février 2007, après des années de maladie dont Suzanne avait aidé à s'occuper, cette structure a été l'une des rares choses qui sont restées stables. Pendant un certain temps, après la mort de sa mère, elle a complètement cessé de chanter. Le chagrin a rempli l'espace où se trouvait la musique, la laissant repliée sur elle-même, incertaine, sans direction. Elle avait l'impression que le rêve s'était terminé tranquillement, sans résolution. Mais lentement, presque imperceptiblement, il est revenu. Le souvenir des encouragements de sa mère a persisté, la guidant vers quelque chose qu'elle avait presque perdu. Avant que le monde ne connaisse son nom, elle avait déjà fait face au rejet plus d'une fois. Dans 1995, à 34, elle a auditionné pour My Kind of People, espérant que ce serait sa chance. Ce ne fut pas le cas. Elle a été rejetée. En 1998, elle a utilisé ses propres économies pour enregistrer une démo au Heartbeat Studio en Écosse, chantant des chansons comme Cry Me a River, Killing Me Softly et Don't Cry for Me Argentina. Elle a envoyé ces enregistrements, espérant que quelqu'un entendrait ce qu'elle savait être là. Personne n'a répondu. Le silence était lourd, presque plus fort que le rejet lui-même. 1 an plus tard, elle a payé pour qu'une piste soit incluse dans un petit CD de charité, produit à seulement quelques centaines d'exemplaires. En 2000, à 39, le rêve semblait lointain, presque inaccessible. Elle est restée à Blackburn, chantant pour son église, et de petits publics locaux s'accrochant à quelque chose qui semblait s'éloigner de plus en plus. Puis vint 2008, elle avait 47 ans lorsqu'elle s'est présentée aux auditions de Britain's Got Talent à Glasgow, portant avec elle non seulement un numéro 43 212, mais aussi la promesse d'honorer la foi de sa mère en elle. Le 11, 2009, elle est montée sur la scène du Clyde Auditorium, habillée simplement, devant un public qui ne s'attendait pas à ce qui allait se passer. Lorsqu'elle a dit qu'elle voulait avoir autant de succès qu'Ellen Page, les rires ont fusé dans la salle. Simon Cowell a croisé les bras. Piers Morgan a souri. Amanda Holden a haussé les sourcils. Tout dans ce moment suggérait le doute. Et puis la musique a commencé. Elle a chanté « I Dream the Dream » des Misérables et en quelques secondes, tout a changé. Les rires ont disparu, remplacés par quelque chose d'entièrement différent. Sa voix a rempli l'espace avec une puissance que personne n'avait anticipée, portant dans chaque note des années de lutte, de résilience et de détermination tranquille. Lorsqu'elle a terminé, le public était debout.
Piers Morgan a dit que c'était le plus grand oui qu'il ait jamais donné. Amanda Holden a admis qu'il s'était trompé. Simon Cowell a souri visiblement surpris. Cette seule performance regardée par 11 millions de personnes au Royaume-Uni est devenue un tournant non seulement pour elle, mais aussi pour tous ceux qui en ont été témoins. Le clip s'est répandu sur l'Internet à une vitesse stupéfiante, atteignant des dizaines de millions de vues en quelques jours, et dépassant les 120 millions à la fin de 2009, En moins de 48 heures, une femme qui avait passé des années à être ignorée est devenue un nom mondial. Elle est apparue à la télévision américaine, notamment dans The Early Show, et plus tard avec Oprah Winfrey, son histoire résonnant bien au-delà de la scène où elle a commencé. Lorsque son premier album I Dreamed a Dream est sorti, le 23 novembre 2009, s'est vendu à plus de 41 000 exemplaires au cours de la première semaine au Royaume-Uni et 71 000 aux États-Unis, marquant le début d'une carrière que peu de gens auraient pu prédire. Aujourd'hui, des années plus tard, après tout ce qu'elle a enduré, la possibilité de revenir se dresse à nouveau devant elle. Non pas comme une garantie, mais comme une question. Elle ne se contente pas de savoir si elle peut chanter, mais si elle peut s'élever à nouveau en portant avec elle tous les chapitres qui l'ont précédé. Il s'est hissé au sommet des hit-parades et s'est vendu à environ 10 millions d'exemplaires dans le monde. Elle a terminé deuxième de l'émission derrière le groupe de danse Diversity. Mais à ce moment-là, le monde entier voyait déjà en elle une gagnante. Mais la célébrité est synonyme de pression. Pendant les spectacles en direct de mai 2009, les tabloïds fouillent son passé et remettent en question son comportement. Le 27 mai, quelques jours avant la finale, elle s'emporte contre les journalistes qui la poussent à bout. Le stress s'accumule tranquillement. Le 31 mai, après avoir perdu la finale, elle a du mal à faire face au poids soudain de tout cela. Elle est admise à la Priory Clinic de Londres pour épuisement et anxiété. Elle y est restée plusieurs jours avant de rentrer chez elle pour se reposer. Même des dirigeants comme le Premier ministre Gordon Brown lui ont souhaité bonne chance. Simon Cowell lui a apporté son soutien et lui a offert un espace loin du bruit. Les paparazzis ont campé devant son petit bungalow à Blackburn. Des foules se sont rassemblées. Les tabloïds publient quotidiennement des articles sur son apparence, ses habitudes, sa vie privée. Elle a vécu discrètement pendant des décennies et maintenant son monde semble exposé et écrasant. Malgré tout, elle signe un contrat, sort de la musique et monte sur les scènes du monde entier. Celle que l'on avait surnommée Simple Now avait déjà 3 albums numéro 1 en l'espace de 2 ans. L'ascension de Susan Boyle ne s'est pas ralentie après ce premier moment sur scène. On a eu l'impression que tout ce qui s'est passé ensuite s'appuyait sur la dernière surprise et que le monde continuait à la regarder pour voir ce qu'elle allait faire. Tout a commencé un jour d'avril 2009, lorsque cette Écossaise de 47 ans bénévole dans une église est montée sur la scène de l'émission Britain's Got Talent et a chanté I Dreamed a Dream. Le clip s'est répandu partout. À la fin de l'année, plus de 500 millions de personnes l'avaient regardé en ligne et la tranquille femme de Blackburn s'était transformée en un nom connu du monde entier. 7 mois plus tard, le 17 novembre 2009, sort son album I Dreamed a Dream. Et ce qui s'ensuit choque même ceux qui croient en elle. L'album se classe directement à la première place du Billboard 200 et se vend à 71 000 exemplaires dès la première semaine, soit plus que n'importe quelle autre sortie aux États-Unis cette année-là. Même l'album d'Eminem s'était moins bien vendu lors de sa première semaine. Suzanne était déjà 48 à l'époque et est devenue 49 peu après, ce qui rend l'exploit encore plus surprenant. Elle est devenue l'artiste la plus âgée à atteindre la première place à la fois aux États-Unis et au Royaume-Uni avec un premier album, un record confirmé plus tard par Guinness World Records. En janvier 2010, s'est vendu à 4 millions d'exemplaires aux États-Unis et a été certifié 4 fois disque de platine. Au Royaume-Uni, il s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires et a été certifié 7 fois disque de platine, tandis qu'en Australie, il a été certifié 10 fois disque de platine. Dans 41 pays, l'album s'est vendu à 8600, 1 million d'exemplaires, faisant d'une femme, dont on se moquait sur scène, l'une des plus grandes histoires musicales du siècle. Ce qui avait commencé par une audition nerveuse était devenu une vague mondiale qui l'avait emporté partout. Son âge rendait ce succès encore plus difficile à expliquer pour l'industrie de la musique. Susan Boyle est née le 1er avril 1960 et et elle avait déjà près de 50 ans lorsque l'album est sorti. Avant,
Aucun artiste débutant à cette époque n'avait atteint la première place à un tel âge. Certains avaient douté d'elle avant même l'audition, la qualifiant d'irréaliste et de déconnectée de la réalité. Pourtant, les ventes ont raconté une autre histoire. Aux États-Unis, les chiffres de la première semaine ont été les plus élevés jamais enregistrés pour une nouvelle artiste féminine solo. Au Royaume-Uni, l'album a établi le record des ventes les plus importantes en première semaine pour un premier album. En quelques mois, elle a gagné des millions, passant d'une vie d'assistée à une richesse soudaine d'une manière qui semble presque irréelle. Le succès ne s'est pas estompé après ce premier album. En novembre, elle a sorti son deuxième album The Gift, qui est entré une fois de plus à la première place du Billboard. Il s'est vendu à plus de 300 000 exemplaires la première semaine et a même augmenté la deuxième semaine, ce qui est rarement arrivé. L'album est resté numéro 1 pendant 5 semaines et s'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde. Un an plus tard, Someone to Watch Over Me a suivi et s'est à nouveau classé numéro 1 au Royaume-Uni, prolongeant ainsi sa série d'albums en tête des hit-parades. Au moment où elle sort, Standing Ovation, sa place dans le monde de la musique semble assurée et la femme qui luttait autrefois pour se faire entendre est devenue une présence constante dans les charts. Au fil des ans, les chiffres ne cessent de croître. Avec 2020 et 1, elle a vendu environ 25 millions de disques en 7 albums studio. Son premier album est resté le plus important, suivi de The Gift et de Someone to Watch Over Me, et ensemble, ils ont formé le noyau d'une carrière que peu de gens avaient imaginée en 2009, Elle a été nominée aux Grammy en 2011 et 2012 et a reçu des prix au Japon et en Écosse, même si elle n'a jamais remporté de Grammy. Le succès est cependant venu avec sa propre pression. Une attaque cérébrale dans 2022 l'oblige à annuler des représentations et plus tard, elle parlera de surmenage pendant les années les plus chargées. Pourtant, l'histoire qui a commencé par une audition ne cesse de s'enrichir de nouveaux chapitres et sa voix continue de porter le souvenir de ce premier moment. Des années plus tard, un autre tournant survient qui explique une grande partie de son passé. En décembre 2013, alors que Suzanne avait 52, elle a révélé qu'elle était atteinte du syndrome d'Asperger. Pendant la majeure partie de sa vie, les médecins lui ont dit qu'elle avait des lésions cérébrales causées par une naissance difficile. Et cette étiquette l'a suivie pendant toute son enfance et jusqu'à l'âge adulte. À l'école, elle était victime de brimades et d'insultes, et les enseignants la traitaient comme si elle ne parviendrait jamais à rattraper le temps perdu. Elle a grandi en se sentant différente et en restant souvent seule, en particulier à Blackburn, où elle a vécu plus tard tout en s'occupant de sa mère Bridget jusqu'à sa mort en 2007, La vérité n'est apparue qu'après qu'elle a décidé de chercher de l'aide par elle-même. À la fin de 2012, elle a consulté un spécialiste parce qu'elle craignait que quelque chose de plus grave ne soit en train de se produire. Le 7 décembre, elle a passé des tests simples qui mesuraient son comportement et son intelligence, et les résultats l'ont surprise elle-même. Les tests ont montré qu'elle avait un QI supérieur à la moyenne, ce qui contredisait directement tout ce qu'on lui avait dit pendant son enfance. Le médecin a expliqué que bon nombre de ses difficultés provenaient de traits autistiques, tels que la difficulté à lire les signaux sociaux, l'anxiété dans les foules et la surcharge émotionnelle dans les moments stressants. Lorsqu'elle a parlé du diagnostic lors d'une interview le 8,2013, décembre, elle a semblé soulagée. Elle a déclaré que l'ancien diagnostic lui avait toujours semblé injuste et qu'elle se comprenait enfin mieux. Cette nouvelle compréhension a permis d'expliquer les moments que les gens considéraient auparavant comme étranges, notamment ses pauses silencieuses, ses rires nerveux et ses retraits soudains après avoir acquis une certaine célébrité. Avec l'aide d'une équipe de soutien, elle a appris à gérer les pressions qui l'avaient autrefois submergée. Avec le recul, le diagnostic explique également ce qui s'est passé pendant l'émission Britain's Got Talent en 2009, La célébrité soudaine a entraîné une attention constante et des répétitions sans fin, et la pression est devenue trop forte. Après la finale de juin, elle a lutté contre l'épuisement et l'anxiété, et le 20 et 1 juin, elle a été emmenée dans une clinique de Londres après s'être comportée de manière confuse et angoissée. À l'époque, beaucoup de gens n'ont pas compris ce qui se passait, mais des années plus tard, l'explication semble claire. La foule, le bruit et les changements constants l'avaient poussée au-delà de ses limites. Le diagnostic n'a pas changé son parcours, mais il lui a donné un sens. Elle avait passé des années à s'occuper de sa mère et à chanter tranquillement dans des lieux locaux, et après l'arrivée de la célébrité,
elle n'a cessé de se rappeler la promesse qu'elle avait faite un jour de faire quelque chose de significatif de sa vie. La compréhension de sa maladie a aidé les autres à la voir sous un jour nouveau, non pas comme une personne brisée, mais comme quelqu'un de différent qui avait quand même atteint des sommets extraordinaires. Pourtant, malgré le succès, certains aspects de sa vie n'ont jamais tourné comme elle l'espérait. Susan Boyle a souvent dit que ne pas avoir d'enfants était son plus grand regret. Elle a toujours aimé être entourée d'enfants et s'imaginait avoir une famille à elle, mais les années ont passé sans que cela ne se produise. Elle s'est occupée de sa mère jusqu'à sa mort en mars 2007 et est restée proche de sa famille. Mais l'idée de la maternité est restée quelque chose qu'elle n'a jamais atteint. À un moment donné, elle a espéré devenir famille d'accueil. Elle a parlé d'une grande maison, avec de l'espace à partager, et pensé qu'elle pourrait donner aux enfants un foyer sûr. Les autorités n'ont pas approuvé le projet en partie à cause de son état de santé et de la pression de la célébrité, et la décision l'a laissée déçue. Même plus tard, elle a parlé de ce qui n'a jamais vraiment disparu. Les histoires d'amour ont rarement duré longtemps dans sa vie. En 2014, lors d'une tournée aux États-Unis, elle rencontre un médecin lors d'un séjour en Floride. Ils dînent ensemble, le décrivent comme aimable et respectueux, et pendant un court moment, elle espère que la relation se développera. Des projets de visites en Écosse sont évoqués, mais rien ne se passe, et la relation s'estompe tranquillement. C'est la seule histoire d'amour public dont elle ait jamais parlé. Au fil des ans, des rumeurs ont souvent fait état de mariage ou de relations secrètes, mais aucune n'était vraie. Elle est restée célibataire et s'est concentrée sur sa musique et sa santé, en particulier après l'attaque cérébrale dont elle a été victime en 2022. Même lorsque des histoires de mariage ou de grossesse se sont répandues sur Internet, elle a continué à vivre la même vie tranquille qu'elle avait toujours connue. Bien qu'elle ait gagné des millions, elle ne s'est jamais éloignée de ses débuts. Elle a gardé la maison de son enfance à Blackburn, un endroit modeste rempli de souvenirs de la famille avec laquelle elle a grandi. Elle a acheté une maison plus grande après être devenue célèbre, mais elle revenait encore et encore dans la petite maison, parce qu'elle s'y sentait chez elle. Les pièces portaient le passé avec elle, et elle disait souvent que l'histoire de l'endroit comptait plus que le confort. La vie de Susan Boyle a changé en une seule nuit, en avril 2022. Le soir du 30 avril, elle se sentait tout à fait normale et rien ne semblait aller mal. Mais le lendemain matin, tout s'est effondré. Sa responsable Géraldine l'a trouvée avec un côté du visage très bas, son discours brisé en sons difficiles à comprendre et tout son côté gauche trop faible pour bouger correctement. Elle pouvait à peine parler et ne pouvait même pas chanter une seule note. L'accident vasculaire cérébral avait frappé sans prévenir et les médecins ont rapidement réalisé la gravité de la situation car les dommages avaient atteint les muscles qui contrôlaient son visage et sa voix. La même voix qui avait vendu des millions d'albums et touché des gens dans le monde entier avait soudain l'impression qu'elle risquait de disparaître à jamais. Susan avait 60 ans et était allongée dans un lit d'hôpital, essayant de comprendre ce qui venait d'arriver à sa vie. Le chant avait toujours été au centre de tout ce qu'elle connaissait, et sans lui, elle se sentait perdue et effrayée. Elle avait passé des années à lutter contre les brimades et les blagues cruelles sur son apparence, et lorsqu'elle était enfant, on lui avait même dit à tort qu'elle avait des lésions cérébrales à la suite de problèmes d'oxygène à la naissance. Les médecins l'ont averti que des dommages permanents étaient possibles si le traitement n'était pas assez rapide, et la peur de perdre sa voix est devenue presque insupportable. Pourtant même, dans ses premiers jours, elle a refusé d'abandonner, et quelques jours plus tard, elle avait déjà commencé la rééducation, parce qu'elle pensait que si l'AVC lui avait pris quelque chose, elle se battrait pour le récupérer. Les médecins lui ont fait part de la gravité des dégâts, en lui expliquant que son côté gauche était faible et raide, que son visage ne bougeait pas correctement, et que ses cordes vocales réagissaient à peine. Les spécialistes lui ont dit qu'elle ne pourrait peut-être plus jamais enregistrer ou jouer, et pour quelqu'un dont la vie s'est construite autour de la musique, cette idée était dévastatrice. Elle avait vendu des millions d'albums après sa soudaine ascension vers la célébrité, et ce succès lui avait donné un but et une stabilité. Pourtant, aujourd'hui même, de simples mots comme « bonjour » ne sortaient pas correctement. Les tests ont montré que les muscles avaient déjà commencé à s'affaiblir et les chances de guérison pour des cas comme le sien étaient faibles. Les souvenirs des luttes passées lui reviennent alors qu'elle est allongée dans cette chambre d'hôpital, notamment les années où les gens ont mal compris son état et la fois où elle s'est effondrée d'épuisement peu après être devenue célèbre.
Perdre la capacité de se produire signifiait également perdre le revenu régulier dont elle dépendait. Et après sa dernière tournée qui s'est terminée au début de 2020, l'avenir lui semblait déjà incertain. Au lieu de laisser la peur l'emporter, elle a décidé de se battre plus fort que jamais. Peu après avoir quitté l'hôpital en mai 2022, elle a engagé un orthophoniste privé et a commencé à suivre des séances 4 fois par semaine. Le travail ne s'est pas arrêté lorsqu'elle est rentrée chez elle car elle s'est entraînée tous les jours pendant plus d'1 an. Des coachs vocaux l'ont poussée à faire de longs exercices qui duraient parfois 5 heures par jour, lui apprenant à contrôler des muscles qui bougeaient auparavant sans effort. Elle se tenait devant des miroirs, répétant des sons et des mots encore et encore, tout en entraînant lentement son visage à bouger régulièrement. Mois après mois, les forces revinrent peu à peu, et à la fin de 2023, elle avait récupéré la plupart de ce qui avait semblé perdu. Les prédictions effrayantes qui la remplissaient autrefois de désespoir se transformèrent lentement en motivation, et elle commença à voir la lutte comme le chemin vers un retour que personne n'espérait. Le vrai travail avait commencé dès le séjour à l'hôpital en mai 2022, et à partir de ce moment-là, ses journées suivaient une routine stricte. Les séances d'orthophonie avaient lieu 4 fois par semaine, suivies de longues heures de pratique à la maison, où elle répétait des exercices qui entraînaient sa bouche et sa langue à bouger correctement. En juin, elle avait ajouté un entraînement vocal intense, qui se concentrait sur le côté faible de son visage, en utilisant des outils de résistance et des exercices au miroir, tout en observant attentivement chaque petite amélioration. Elle a pratiqué des gammes musicales encore et encore, atteignant parfois 100 répétitions par jour. Et elle a tenu un journal pour enregistrer la lente progression du silence vers le son. La kinésithérapie a occupé le reste de son emploi du temps, tandis qu'elle travaillait à renforcer ses bras et ses jambes, ne marchant d'abord que quelques pas puis plusieurs kilomètres sans aide. Son visage s'est progressivement amélioré à mesure que les muscles réagissaient aux centaines de séances de traitement. Et pendant les longs mois d'isolement, sa responsable Géraldine est restée près d'elle préparant les repas et l'aidant à respecter le programme d'entraînement. Au début des années 2023, son élocution était devenue beaucoup plus claire et un moment calme a marqué un tournant qu'elle n'oublierait jamais. Le 15e mars, elle a chanté « I Dream the Dream » en privé pour la première fois depuis l'attaque, et le son de sa propre voix lui a arraché des larmes, car cela signifiait que la partie la plus difficile de son voyage pouvait enfin prendre fin. L'ensemble du rétablissement a coûté plus de 50 000 livres, toutes payées avec ses propres économies. Mais le résultat a surpris même les médecins qui avaient un jour douté de ses chances. Étape par étape, elle s'est reconstruite de fond en comble, et lorsqu'elle est retournée en studio, elle s'est sentie prête à prouver que la voix que les gens aimaient était vraiment revenue. Cette preuve est venue le 3 juin 2023, exactement 14 ans après l'audition qui a changé sa vie. Lors de la finale de Britain's Got Talent, elle s'est montée sur scène et a rejoint la troupe des Misérables pour chanter une fois de plus I Dream the Dream. Des millions de téléspectateurs l'ont regardée chanter avec force et émotion, et vers la fin, elle a révélé la vérité qu'elle avait cachée pendant plus d'1 an. Elle a expliqué au public qu'elle avait été victime d'une grave attaque cérébrale en avril dernier et qu'elle s'était battue avec tout ce qu'elle avait pour être à nouveau là. La foule s'est levée pour l'ovationner longuement, tandis que les juges et les artistes se sont rassemblés autour d'elle et le moment s'est rapidement répandu sur Internet, les gens réagissant à son retour. Cette performance a été ressentie comme une victoire non seulement sur la maladie mais aussi sur tous les doutes qu'il avait poursuivis depuis son accident vasculaire cérébral. Le chapitre suivant a continué à se dérouler en mai 2025, lorsqu'elle a partagé un message provenant d'un studio d'enregistrement à Londres. Pour la première fois en 6 ans, elle se tenait à nouveau devant un microphone enregistrant de la nouvelle musique malgré les avertissements qui disaient que cela n'arriverait jamais. Elle a décrit la séance comme étant émouvante et joyeuse, disant qu'elle était revenue à l'endroit où elle se sentait le plus heureuse. La longue convalescence lui a donné une nouvelle envie d'aller de l'avant et des plans ont rapidement commencé à se développer autour de nouvelles chansons d'apparition dans des films et d'un retour en tournée. Plus tard dans l'année, elle a parlé ouvertement de l'AVC et du combat qui a suivi, expliquant que l'expérience l'avait changée, mais l'avait aussi rendue plus forte. Les récompenses et les apparitions publiques ont marqué ce retour, et elle a souvent remercié Géraldine de l'avoir aidée à traverser les mois les plus difficiles. À ce moment-là, elle parlait déjà de l'avenir avec enthousiasme, plaisantant sur le fait que rien ne pourrait l'abattre et que les années à venir seraient pleines de travail.
À l'approche de 2026, les signes d'un retour complet sont devenus plus clairs et l'excitation autour d'elle a recommencé à croître. Début février, Simon Cowell a parlé de la prochaine saison anniversaire de Britain's Got Talent et a clairement indiqué qu'il souhaitait que Suzanne en fasse partie. Il a déclaré qu'elle faisait partie des meilleurs artistes que l'émission ait jamais vus, rappelant à tous comment sa première audition avait transformé une bénévole d'église inconnue en une star mondiale du jour au lendemain. Les fans ont immédiatement commencé à imaginer à quoi pourrait ressembler son retour, surtout après avoir entendu comment elle s'était remise de l'attaque cérébrale qui avait un jour menacé sa carrière. Son apparition lors de la finale de 2023 avait déjà montré qu'elle avait encore la force de se produire et l'idée de la revoir en compétition a suscité une vague d'enthousiasme sur les médias sociaux. Lorsque la série spéciale anniversaire a commencé en février 2026, son histoire a été au centre de la célébration. La première a revisité son audition originale et a rappelé aux téléspectateurs comment cette seule performance avait changé l'émission pour toujours. Des extraits de ses chansons ont été diffusés dans l'épisode montrant le moment où le doute s'est transformé en étonnement et où une femme ordinaire est devenue un nom international. Son succès après cette soirée a été extraordinaire. Et même si elle a terminé deuxième, elle a continué à vendre des millions d'albums et à toucher des publics dans le monde entier. Aujourd'hui, son retour de la maladie a ajouté un nouveau chapitre à l'histoire, faisant d'elle un symbole de résilience autant que de talent. Ce retour ne se limite pas à la télévision puisque des projets de concerts sont bientôt prévus. Elle annonce qu'elle se produira au Summers and Angus Festival en août 2026, marquant ainsi son premier grand retour sur scène depuis des années. L'événement se déroulera au Brecon Castle Showgrounds, où des milliers de personnes sont attendues pour un week-end de musique. Elle a partagé son enthousiasme avec ses fans en ligne, déclarant qu'il s'agissait de son premier spectacle dans un festival et de quelque chose qu'elle avait toujours voulu faire. L'annonce a pris une signification particulière car quelques années auparavant, les médecins l'avaient averti qu'elle pourrait ne plus jamais chanter et elle se préparait maintenant à monter sur une grande scène en plein air devant une foule immense. Son retour sur les médias sociaux avait déjà commencé à susciter de l'impatience. Après de longues périodes de silence, elle a commencé à publier des mises à jour sur son rétablissement et son travail en studio, annonçant à ses fans qu'elle était de retour et préparait de nouveaux projets. Des messages d'anniversaire et des photos de studio la montraient souriante à côté de microphones et de tables de mixage, tandis que de courtes notes faisaient allusion à des chansons prévues pour la sortie. Les messages ont rapidement recueilli des milliers de réponses de la part de personnes qui suivaient son histoire depuis des années et qui voulaient la voir réussir à nouveau. Tous les messages véhiculent le même sentiment de soulagement et d'excitation, comme si tout le monde comprenait à quel point elle avait failli tout perdre. À la fin de 2025, le message est clair, une nouvelle musique est en route et 2026 marqueront un nouveau départ. Les séances de studio se poursuivent et chaque pas en avant est ressenti comme une nouvelle victoire sur l'attaque qui a menacé de la faire taire. La femme qui s'était un jour tenue nerveusement sur la scène d'un concours de talent avait maintenant survécu à la célébrité, à la maladie et au doute, et sa voix portait toujours la force qui avait d'abord émerveillé le monde. Au fur et à mesure que le retour avançait, il ressemblait moins à un retour qu'au début de quelque chose de nouveau, un voyage qui prouvait tout ce qui peut être reconstruit lorsque quelqu'un refuse d'arrêter de se battre.